Au printemps de 1838, les rebelles et les patriotes tentent désespérément de rallumer la flamme de la rébellion. Ils ont créé une société secrète, les Frères Chasseurs, qui recrutent des membres des deux côtés de la frontière américaine. Ils attendent le moment propice pour lancer une nouvelle offensive. Papineau et Mackenzie ne font pas partie du groupe. Ils se sont retirés de la lutte armée. Au même moment, un nouveau gouverneur général arrive à Québec, chargé d'une mission délicate. John George Lambton, premier comte de Durham, est un aristocrate, un libéral et un réformiste. Il a reçu l'ordre d'enquêter sur les causes de la rébellion. Je vous supplie de me considérer comme une amie et une arbitre, à l'écoute en tout temps de vos souhaits et de vos doléances, résolu à agir avec la plus stricte impartialité. La première tâche de Lord Durham est de régler le sort des patriotes qui croupissent en prison. Le jour du couronnement de la reine Victoria, 150 prisonniers sont libérés. En échange, 8 chefs admettent leur culpabilité et sont exilés aux Bermudes. Wilfred Nelson se prépare à quitter sa terre natale. Nous appartenons à notre pays et nous nous sacrifions volontiers sur l'autel de ses libertés. Nous nous sommes révoltés ni contre la personne de Sa Majesté, ni contre son gouvernement, mais contre une vicieuse administration coloniale. Lord Durham bannit à vie les chefs patriotes qui se sont réfugiés aux États-Unis. Dans une lettre à la reine Victoria, il se félicite d'avoir ramené le calme dans la colonie. Pas une seule goutte de sang ne fut versée. On traita les coupables avec justice et ceux qui avaient été mal conseillés avec miséricorde. Les loyaux sujets de cette province, jusqu'ici égarés, retrouvèrent la sécurité. Mais la mission de Lord Durham est brusquement interrompue. À l'automne de 1838, il quitte l'Amérique pour retourner en Angleterre. Le gouvernement britannique lui reproche d'avoir outrepassé son pouvoir en condamnant les chefs patriotes à l'exil sans procès. Je ne m'attendais guère à cette récompense d'Angleterre. Des aveux et condamnations. Dans ces circonstances, je n'ai plus rien à faire ici. Je n'ai plus d'autorité. Il ne reste plus que le pouvoir militaire qui sera mieux exercé par un soldat. Et Sir John Colborne sera certainement à la hauteur de la tâche. Au moment où Lord Durham fait ses adieux, une deuxième rébellion éclate. Dans le Bas-Canada, une des premières cibles des Frères Chasseurs est le manoir seigneurial de Beauharnois. À l'intérieur se trouve le fils du seigneur, Edward Ellis, et sa femme, Jane, qui peint ses ravisseurs comme elle les voit, en révolutionnaires français. On nous laissa, ma sœur et moi, assises en chemise de nuit et en robe de chambre, au milieu d'hommes ressemblant à des brutes tels que j'imaginais Robespierre dans mes pires cauchemars, sans personne pour nous donner conseil ou assistance. Mais les premiers succès des patriotes sont éphémères. Les Frères Chasseurs
tente de gagner la frontière pour trouver asile aux États-Unis. En moins d'une semaine, la deuxième rébellion est étouffée. Dans le Haut-Canada, les frères chasseurs mènent une série de raids tout le long de la frontière américaine. Fort Malden, Fighting Island, Thousand Islands, Short Hills, Prescott. Mais leur détermination est définitivement brisée à Windsor. Julie Papineau a maintenant rejoint son mari aux États-Unis. Elle écrit à son fils Amédée. Vous dites que vous ne comprenez pas pourquoi le pays ne s'est pas soulevé en masse? On leur avait dit qu'on leur apporterait de l'argent et des armes, et qu'ils viendraient avec une grande armée des États. On leur a fait 1000 comptes. Toute la région au sud de Montréal paie chèrement cette deuxième rébellion avortée. Un journaliste du Montreal Herald décrit la répression. Quel horrible spectacle. Toute la campagne derrière la prairie était en flammes. Il est triste de penser aux terribles conséquences de la révolte, à tous ces êtres humains, innocents ou coupables, irrémédiablement perdus. Il faut néanmoins que la suprématie de la loi demeure inviolée, que l'intégrité de l'Empire soit respectée et que la paix et la prospérité soient assurées aux Anglais, même si tout le peuple canadien doit en payer le prix. 1 millier de Glengarry Highlanders, des miliciens venus du Haut-Canada, pillent et incendient tout sur leur passage. Libre à nouveau, Jane Ellis est témoin de cette désolation. Les Glengarry se vantent. On n'a pas peur d'être oubliés parce qu'on a laissé une piste de 6 000 de large à travers le pays. Ils ont l'air farouches. L'un d'eux m'a dit que les maisons qu'ils avaient épargnées sur leur passage, ils allaient sûrement les incendier au retour. Des centaines d'insurgés sont condamnés pour haute trahison. Dans le Haut-Canada, 17 hommes sont exécutés. Dans le Bas-Canada, ils sont 12 à mourir la corde au cou. Chevalier de Lorimier, un notaire idéaliste est l'un d'eux. Je n'ai plus que quelques heures à vivre. Mais j'ai voulu partager ce temps précieux entre mes devoirs religieux et ceux à mes compatriotes. Pour eux, je meurs sur le gibet de la mort infâme du meurtrier. Pour eux, je me sépare de mes jeunes enfants, de mon épouse, sans autre appui que mon industrie. Et pour eux, je meurs en m'écriant « Vive la liberté! Vive l'indépendance! » Un Canadien errant, un nid de ses foyers. Près de 140 prisonniers du Haut et du Bas-Canada sont déportés. À l'automne de 1839, ils quittent Québec pour une colonie pénitentiaire en Australie. Accourait en pleurant des pays étrangers. Accourait en pleurant. La tragédie des exilés inspire le jeune étudiant Antoine Gérin-Lajoie. Il écrit une chanson qui deviendra célèbre, Un Canadien errant. Si tu vois mon pays malheureux, si tu vois mon pays malheureux, va dire à mes amis que je me souviens d'eux. Après l'échec de la deuxième rébellion, tous les espoirs de réforme semblent perdus. Mais 3 hommes réussiront à faire renaître de ses cendres le grand projet réformiste.